La poésie est le genre littéraire par excellence pour dévoiler ses sentiments ou encore ses émotions. Mieux encore, pour crier sa colère ou son désarroi. C'est dans ce sens que le général Ondunga Pepe écrira dans sa préface dans le bélier de Stoïki de Hamidou Okaba, œuvre qui fait l'objet de notre étude du jour, que le but premier d'un poème est de ressusciter l'émotion qui sommeille en nous. Hamidou Okaba, en effet, se révèle à son lectorat à travers des rimes et des vers bien choisis. Le bélier de Stoïki, œuvre parue aux éditions Tsam en 2010, on en parle maintenant, mais avant, qui est Hamidou Okaba. Né en pays boité dans le massif du Chahut, nous sommes là dans le sud du Gabon, Hamidou Okaba est issu du peuple Tsogo. Friand du poisson fumé à loco, un repas qu'il aura dégusté toute sa vie. L'homme se refuse les plaisirs du champagne et du caviar, car pour lui un homme déjà à terre ne peut être de nouveau renversé. Amoureux des lettres depuis sa tendre enfance, le jeune Okaba écrivait déjà des poèmes dès le primaire. Malheureusement, il ne poursuivra pas ses études universitaires dans ce couloir. Après l'obtention de son baccalauréat, Hamidou Okaba s'envolera pour Franceville où il s'inscrit en faculté des sciences de Massoukou. Étudiant très assidu et très prolixe, il fait un parcours sans faute. Aujourd'hui, Hamidou Okaba est un expert en gestion d'entreprise et des affaires commerciales. Il est également spécialiste en analyse financière et macroéconomique. En avril 2019, il est nommé secrétaire général de la CPG, entendant par la Confédération patronale du Gabon. Et comme le dit si bien l'adage, un bon scientifique est aussi un bon littéraire. L'homme se fait un nom dans le monde de la littérature en livrant ses sentiments dans des recueils de poèmes. C'est le cas avec le bélier de Stoïki. Bonjour et bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur, la seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. Aujourd'hui, nous recevons Hamidou Okaba, l'auteur du Bélier, le Bélier de Stoïki, œuvre parue aux éditions Tsam en 2010. Nous sommes ici reçus dans la bibliothèque Pauline Ba de l'Institut Léon Ba de Libreville du Gabon. Monsieur Hamidou Okaba qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Okaba, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de présenter le Bélier de Stoïki, qui est un recueil de poèmes réputé hermétique. C'est donc une occasion pour essayer de parler du thème fondamental de ce recueil et que l'on retrouve dans chacun des poèmes qui le constituent. Monsieur Okaba, avant de parler de vous, du moins de découvrir comment est-ce que vous arrivez dans le monde de l'écriture alors que vous êtes un homme des sciences, du moins vous sortez de l'université de Massoukou, donc l'université des sciences du Gabon. Moi j'aimerais savoir pourquoi le bélier et pas la panthère noire du Gabon qui est le symbole représentatif du Gabon à l'international. Pourquoi le bélier et pas la panthère noire? Bien, écoutez, le bélier, au-delà même des symboles de la République gabonaise, que sont les panthères, le bélier en Afrique est d'abord l'animal stoïque par excellence. Et il y a un proverbe qui dit, par exemple, cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc, pour ne pas repartir avec le terme cabri, on a pris le nom bélier pour essayer de railler courtoisement le président Houphouët-Boigny, qui s'appelait le bélier de Yamoussoukro. Dans ma jeunesse, en Afrique, il y avait des partis uniques partout. Et les chefs d'État avaient des noms de bêtes sauvages. Mobutu du Zaïre, c'était le léopard du Zaïre. L'aigle de Kawele. Sékou Touré de Guinée, s'appelait le grand Sili. Sili en Soussou, une ethnie de Guinée, ça veut dire l'éléphant. Houphouët-Boigny, c'était le bélier de Yamoussoukro. Tous ces chefs d'État avaient des noms de bêtes sauvages. Et vous avez choisi le bélier. J'ai dit donc, les peuples africains, eux, sont le bélier de Stoïki. C'est-à-dire, ils supportaient de manière stoïque les quelques travers des systèmes de partis uniques, le manque de liberté d'expression, l'interdiction. C'est-à-dire qu'ils acceptent tout sans rechigner? Oui, c'est-à-dire,
le pouvoir de la non-violence a amené à beaucoup de choses, d'où les printemps démocratiques en Afrique. Le retour du multipartisme, la fin de l'apartheid. Et si on repart loin dans l'histoire, la fin de la traite négrière, la fin du travail forcé, il n'y a pas eu de grande révolution sanglante pour que tout cela s'écroule. Donc il y a la force du stoïcisme que j'ai voulu magnifier dans le Bélier de Stoïki. Le Bélier de Stoïki est une œuvre allégorique, du moins remplie d'images et de sous-entendus, si bien que si on n'a pas le regard averti, on se perd. On peut tout de suite la taguer de œuvre banale parce qu'on n'aura pas compris le sens des mots, parce qu'on n'aura pas compris du moins les images utilisées ou du moins les vers employés dans cette œuvre. Alors pour moi, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de savoir pourquoi le choix d'un style scripturaire aussi imagé, sachant très bien que le Gabonais n'est pas la population gabonaise n'est pas très lectrice. Pourquoi le choix d'un style de ce style scripturaire? Est-ce que cette œuvre s'adresse à une catégorie de personnes? J'aimerais d'abord dire que je l'ai écrite, cette œuvre. J'étais étudiant à l'université de Franceville. Et vous savez, lorsqu'on est étudiant, on a tendance, on a un tropisme à la grandiloquence et à l'hermétisme, parce qu'on pensait qu'être hermétique, c'est cela l'intelligence. Mon style d'écriture aujourd'hui est un peu plus épuré, plus simplifié, plus accessible à tous. Et la deuxième influence, je dirais même la première influence, est due à mes origines culturelles. Je viens du pays des Tchogo, où l'on parle avec beaucoup d'images. Et lorsqu'on parle en public, seuls les initiés peuvent comprendre. Alors cela se ressent un peu dans mon style d'écriture au début de ma carrière littéraire. Vous étiez encore qu'étudiant et vous écriviez déjà des textes aussi compliqués, aussi complexes, aussi hermétiques? Oui, justement, c'est parce que je suis Tchogo. Tchogo à partir de 7 ans. On parle avec beaucoup d'images et on ne parle qu'aux initiés à la limite, à partir de l'âge de 7 ans. Donc cela a influencé mon style d'écriture. Et puis, maintenant, prenant conscience que l'humanité n'est pas que Tchogo, j'ai commencé à écrire pour tout le monde. Mais sinon, est-ce que ça veut dire que le Bélier de Stoïki s'adresse uniquement à la population de Tchogo? Bon, écoutez, ce n'est pas seulement à la population de Tchogo, je dirais d'abord à tous les Africains, parce que toute la civilisation africaine est une civilisation initiatique et hermétique. C'est-à-dire qu'il y a le double entendre. Il y a la parole littérale et puis il y a l'interprétation de cette parole. Alors, pour ceux qui ont la chance que l'auteur du Bélier de Stoïki soit encore en vie, j'aimerais dire que le thème est simplement le suivant. Il s'agit du conflit entre la liberté et la sécurité. C'est-à-dire qu'à chaque instant, l'homme doit choisir entre la liberté et la sécurité. Nous parlerons tout à l'heure des différents thèmes utilisés. Mais d'abord, moi, j'ai envie de comprendre un peu le choix de ce style scripturaire. Est-ce qu'on pourrait dire ici qu'il ne s'adresse qu'aux initiés? Doit-on être initié pour comprendre l'œuvre? Non, tout le monde peut comprendre l'œuvre parce que c'est d'abord de la poésie. La poésie est d'abord esthétique. Oui. C'est la manipulation, la fantaisie de la linguistique. La syntaxe qui est un peu tordue pour charmer l'esprit de l'homme. Et vous savez qu'un poème n'a pas qu'une seule signification. Vous avez un seul poème, 1000 lecteurs, 1000 significations. Donc c'est à chacun de se reconnaître dans chaque poème. Vous sortez des sciences. Est-ce que ça a eu une influence sur votre style d'écriture? Peut-être, mais la première poésie, c'est d'abord la science. La science, le monde, l'univers que la science essaie de décrire et d'expliquer est un grand poème. J'aime à dire que c'est le poème de Dieu et l'homme n'est qu'un lecteur de ce poème. Mais il faut savoir le lire. Le monde est un poème. Le monde est un poème. Vous le dites, voilà qui nous invite ici à parler un peu de vous, du moins à comprendre comment est-ce que vous arrivez dans le monde de l'écriture, sachant très bien que vous êtes un homme des chiffres. Sachant que vous êtes d'abord un homme des chiffres sorti de l'université de Masuku, comme je le disais déjà tantôt, de l'université des sciences. Vous avez été, du moins vous êtes expert en gestion d'entreprise et des affaires commerciales, spécialiste en analyse macroéconomique, si j'ai bien retenu, et programmation financière. Vous avez été secrétaire général à la Confédération patronale
du Gabon. C'est cela. Par ailleurs, vous êtes écrivain, et cela depuis un bon nombre d'années déjà. Vous avez fait sortir, c'est votre premier chef-d'œuvre littéraire, Le Bélier de Stoïki. Vous avez participé à la collaboration de l'œuvre Ce que le chien a vu en Zion. Oui, c'est cela, oui. Œuvre déjà sur le marché, écrite par l'Union des écrivains gabonais, l'UDEG. Mais vous avez également mis sur le marché en version numérique La Balançoire, aidez-moi, La Balançoire du camp de Massima, publié en 2012, mais qui est uniquement disponible en version numérique. Pour le moment, oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez dans le monde de l'écriture avec toutes ces casquettes qui sont sur votre tête? D'abord, le monde de l'écriture m'interpelle dans mon enfance. J'étais déjà charmé par la beauté de la langue, que ce soit le tchogo ou le français. J'étais charmé par la poésie. Et donc, j'ai commencé à parler de manière poétique. J'ai commencé à composer des poèmes alors que j'étais à l'école primaire. Et dans les années 80, mon oncle, le petit frère de ma mère, Vico Sekondo, pour ne pas le citer, avait une émission télévisée qui s'appelait L'Idole du dimanche. Vous avez participé? Oui, c'était une émission pour enfants. Et donc, les enfants allaient réciter des poèmes de Victor Hugo, La Fontaine, ainsi de suite, Alfred de Vigny, Alfred de Musset. Et lui, venant nous rendre visite à la maison, il dit, mais puisque tu composes des poèmes, j'aimerais que tu viennes à l'émission pour réciter tes propres poèmes. Et vous citez le nom, c'était quoi? C'était quoi votre nom à la fin, lorsque vous terminez la récitation de votre poème? Je m'appelais Nzambé Devuta Minanga. Ouais, donc à la fin de mon poème, je me citais moi-même, puisque les autres, à la fin de leur poème, disaient par exemple Xavier Privat. Moi, je m'appelais Nzambé Devuta Minanga. C'était mon nom de plume à l'époque. Très original. Et donc, je n'ai plus abandonné l'écriture. Cette capacité d'exprimer les choses en manipulant la langue, en déformant la syntaxe, pour créer du charme dans l'esprit de l'autre. Et c'est en émouvant que l'on peut mouvoir une société. D'accord. Vous savez, si je vous parle de manière prosaïque, je ne vais pas changer votre comportement. En revanche, si j'utilise un style poétique, je peux vous amener à changer de comportement pour tel ou tel sujet. Par exemple? Par exemple, pour les changements climatiques. Si je vais vous dire, ce n'est pas bien de polluer, vous voyez, il y a des conséquences. Il y aura réchauffement de la planète, les océans vont augmenter en hauteur, ainsi de suite. Ce n'est pas bien. Vous n'allez pas être sensible à cela. En revanche, si je dis que toi, individu responsable de toute l'humanité, c'est tellement la seule forme intelligente dans l'univers, vas-tu la supprimer juste pour quelques points de croissance économique? Vous allez être plus sensible à ce message plutôt que le côté moral où on dit ce n'est pas bien. Mais je vous dis, vous êtes responsable de l'humanité. La seule forme intelligente, peut-être, de l'univers. D'accord. Vous n'allez pas la supprimer. Vous allez être plus sensible à cela. Ouais. Là, ça me parle. Voilà, la poésie est faite pour ça. Et aujourd'hui, même la classe politique mondiale ne parle plus au cœur des populations. Elle parle au cerveau. On ne parle plus que de macroéconomie, taux d'inflation, taux de chômage. Des chiffres qui font peur. Oui, des chiffres. Alors qu'il faut parler au peuple avec le cœur. À présent, nous allons nous intéresser, M. Hamidou Kaba. L'œuvre en elle-même, nous savons qu'elle est composée de près d'une soixantaine de textes. 60 textes, on ne peut pas en parler en 20 minutes. Et donc, nous avons fait le choix. Le choix s'est porté, du moins, sur 3 textes. Le premier est « Regret », que l'on retrouve à la page 15. Un texte que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Je vais le lire. « Regret ». Le printemps arrive, je ne le verrai pas. Le beau sera là. Cécité m'en prive. Passer une enfance étroite, attendre la joue droite, quand la tempe gauche a reçu la gifle qui fauche. Rester stoïque et sage, pensant que les perfidies sont de passage, quand elles sont toute la vie. Se sentir coupable au réveil, quand on est la victime ingénue. Mais pourquoi suis-je venu avec un cœur pareil? Qu'est-ce que vous voulez nous démontrer? Moi, déjà, j'ai pensé à Le prisonnier. Oui. C'est du moins le thème que j'ai essayé de faire ressortir. Et dans ce prisonnier, on voit la cécité. La cécité qui renvoie à l'aveugle. L'aveugle qui vit déjà dans une bulle. Il vit dans un carré.
il ne peut pas bouger librement comme il le veut. Nous avons également cet enfant, passer une enfance étroite. Nous sommes dans un enclos et attendre la joue droite pendant que la joue gauche ne fait que percevoir. Donc, on accepte tout, on prend tout sur nous. Et donc, le prisonnier est cet homme-là qui est dans cette petite bulle, qui est dans sa cage. Mais là, le prisonnier dont il est question, il n'a pas de barreau devant lui. Non, non, c'est les barreaux de la morale. C'est-à-dire, lorsque on vous a éduqué pour être non-violent, c'est-à-dire, à beau recevoir les gifles et les perfidies d'autrui, votre morale et votre éducation vous rappellent à chaque instant de ne pas rendre la gifle par la gifle, l'injure par l'injure. Rester soi-même, même lorsqu'on a été bafoué. Mais en même temps, il y a cette révolte qui dit, mais j'aimerais aussi rendre la gifle. Oui, rester stoïque et sage, pensant que les perfidies sont de passage. Voilà. Se sentir coupable au réveil. Et là, on lit l'angoisse. Bien sûr, c'est-à-dire que vous recevez la gifle et vous avez envie de vous excuser. En disant, excusez-moi de vous avoir poussé à me gifler. Et là, on se pose la question, mais pourquoi donc suis-je venu avec un cœur pareil? Dans la jungle, il ne faut pas venir avec un cœur pareil. Okay? Mais l'éducation, la première prison, c'est l'éducation. On vous dit d'être contre nature, parce que la nature, c'est la vengeance. Mais l'éducation vous dit, ne vous vengez jamais. Ne vous vengez pas. Voilà. Donc, il y a c'est toujours cette dialectique de la sécurité et de la liberté. D'accord. Okay? Si j'étais libre, j'allais rendre chaque gifle. Bien sûr. Oui. Mais la sécurité morale, philosophique et intellectuelle, voudrait que je ne rende pas. Très bien. Donc, Deuxième je reste texte. Noble au regard des autres. On dit, ah oui, M. Kaba est noble. Deuxième texte, l'arbre. L'arbre, nous le voyons à la page 62. Un texte très allégorique. J'ai eu du mal à décrypter Nous allons le lire. Ne t'avions-nous pas montré l'horizon alors que tu n'étais qu'un enfant? Nous te montrâmes l'arbre de raison dans tes premiers ans. Et l'arbre était plus haut que les autres. Ainsi, de cet horizon bleu métallique, parlons-nous aux nostalgiques. Mais ne sommes-nous point des apôtres? Qui dira ce qu'il y a derrière? Amis, un peu d'imagination. D'ici, nous conseillons les nations et des yeux pendant la prière. Et le sort t'appela de septembre. Là, nous te donnâmes chambre, toute fenêtre large et lointain paysage. Plus loin, parce que nous n'avons plus assez de temps, plus loin vous dites, la nuit de la descente avec ses choix reste récente. Alors tes serments et promesses, ceux de la nuit immortelle et ses nécessités éternelles, sacrifiés à cette jeunesse, un jour ensoleillé et chaud, il descendra un ange. Donc il arrivera d'en haut. Et ceci ne nous est point étrange. Moi, j'ai essayé de parler de cette œuvre en parlant de la foi. Oui, il s'agit de la foi, oui. Et qu'est-ce que vous voulez me démontrer? C'est-à-dire que la thèse, c'est qu'on ne naît pas par hasard. On n'est pas venu ici de manière accidentelle. Et tout ce qui nous arrive a été choisi avant de venir. Et par nous-mêmes. C'est-à-dire nous choisissons. Là, la discussion n'est plus laïque, elle est purement religieuse. C'est-à-dire c'est ma foi. Je considère que nous venons avec un programme. D'accord. Pour apprendre le petit temps que nous passons avec les autres sur Terre. Et c'est au sortir de cette vie qu'on aura appris des choses. Parce que le monde qui vient après avait besoin que l'on vienne apprendre ces choses. C'est-à-dire la compassion, la fraternité, la non-violence. On a besoin de ces vertus pour pouvoir vivre en harmonie dans le monde qui nous attend. Et le monde qui nous attend, c'est lequel? Eh bien, tout dépend. Pour le chrétien, il y a le paradis. Oui. Mais pour des gens de la civilisation du Bwiti, tels que les Chogo, il y a également des univers intérieurs qui sont pluriels. Et que donc, pour être en harmonie avec ce qui nous attend là-bas, il faut venir apprendre certaines choses ici. Alors donc, quand on est devant les leçons de la vie, on a tendance à se décourager en pensant qu'on est victime, alors qu'on est en train d'appliquer notre propre programme, choisi, librement choisi. Et c'est nous-mêmes qui avons choisi. C'est nous-mêmes qui choisissons avant de venir. Vous dites ceci à la page 64, mais seras-tu prêt? Oui, parce qu'il y aura de faux prophètes. Oui. Il faut être vigilant pour que ce jour-là, quand le vrai viendra, pour savoir où est le vrai et où sont les faux prophètes. Et c'est pourquoi on dit, seras-tu prêt ce jour-là pour pouvoir remarquer que celui-ci est un vrai
ou infoprophète. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Non, je ne pense pas qu'il sera trop tard. Et dans mon entendement, tout le monde sera admis. Parce que les programmes que nous choisissons, c'est pour être admis. Il n'y aura pas d'échouer. C'est ma conviction. Troisième texte, le Bélier, page 16. Je me suis dit que ça faisait deux textes complémentaires. Nous avons la rectification que nous retrouvons à la page 28 et le Bélier, page 16, que je me retrouve dans mes notes. Voilà. Dans le Bélier, vous dites « Les membres d'un troupeau de stoïques orientales servaient d'offrande pastorale. Ils servaient de gloire du bourreau au cours des païennes fêtes du Bélier rose. En la paix qui précédait le prochain sacrifice, la jante bêlante musardait en gaieté factice. Dans les vertes prairies de ce pays sans noces, le troupeau ne donnait ni blanche laine, ni produit laitier à ce peuple de la plaine qu'avait atteint la spirituelle amoureuse. » Plus loin, vous dites « Pourtant remarquable en ces cérémonies moroses, la stoïque fierté de ce troupeau bon à rien le fit passer à la postérité comme le loup vignan. Le bélier attendait la mort sans prier, et sur l'autel il mourait sans crier, l'œil fixant le poignard acéré. » Oui, c'est le message fondamental du bélier de Stoïki, c'est que, en réalité, quel que soit ce que nous faisons, celui-là, il accepte tout, il part à l'abattoir sans rechigner, sans parler, sans résister. Par modestie et par humilité, parce qu'en réalité, personne n'est important sur terre. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. Donc il faut mourir en silence. Et comme Alfred de Vigny l'a dit dans L'amour du loup, dont je m'inspire, c'est qu'il faut savoir mourir en silence parce qu'on n'est rien. Même Ramsès Ier, qui a construit les pyramides, aujourd'hui il est dans un tombeau. Dans la rectification, il disait que ça faisait deux textes assez complémentaires. La rectification, vous dites, il y a quelques instants et dans notre temps, dans la rectification d'une grande révolution, un homme libre est mort. Dans la haute voltige des remords, un peuple veut se choisir un autre avenir, mais la liberté est insatiable. Elle est toujours renouvelable. Toi, rectification qui dresse la révolution avec tant d'adresse, fait que ce rouge sang qui coule dans les rangs soit la fin du désespoir. Oui, c'est cela. Il s'agit de la haute volta, de Naguère. Et là, on a l'impression que vous demandez de lutter pour la liberté. Oui, en fait, je dis lutter pour la liberté, c'est très bien, mais la liberté est inaccessible. Donc, ne vous entretuez pas. Parce que la haute volta de Naguère, c'est-à-dire le Burkina Faso d'aujourd'hui, avait des coups d'État presque tous les 3 mois, jusqu'à l'assassinat de Sankara. Okay? J'ai dit, OK, voltaïque, burkinabé, s'il vous plaît, la liberté est infinie, donc la recherche est infinie. Ne passez pas votre temps à vous entretuer. J'ai dit, j'espère que Sankara, là, c'est fini, là. C'est la dernière tragédie. C'est ce que j'ai dit. J'espère que ce rouge sang qui coule dans nos rangs est la fin de la tragédie, dans les rangs militaires, en fait, puisqu'ils s'entretuent entre militaires. Et puis, vous dites encore, voilà, je cherchais quelle était la figure de style. Nation des peuples nègres, le pays des soldats intègres. C'est cela. C'est le Burkina Faso, le pays des soldats intègres. J'ai dit, cessez de vous entretuer, parce que la liberté que nous recherchons est infinie et inaccessible. Donc il faut toujours savoir faire l'arbitrage entre la sécurité, c'est-à-dire le respect de l'autre, la protection de la vie, et cette recherche de la liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir renoncer à un peu de liberté pour accroître sa sécurité. Et le bélier de Stoïki ici, il sait très bien que s'il sort de l'enclos, il peut rencontrer des loups. Il sait très bien qu'en devenant libre... Et donc vous nous demandez de rester dans l'enclos pour le moment, réduire un peu de liberté, améliorer la sécurité, parce que nous ne sommes pas venus pour mourir en réalité. En parcourant ce recueil de poèmes, on peut déceler que chez l'auteur, il y a un manque, non pas un manque affectif, mais du moins la douleur d'avoir perdu un être cher. Et là, je pensais un peu à votre maman, si je peux me permettre. Dans 3 à 4 textes, on voit un peu l'hommage rendu à votre maman. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bien, comme j'aime à le dire, la poésie est d'abord la fille de la souffrance et de la tristesse. Il n'y a d'inspiration que dans la tristesse. Il n'y a pas de poésie de la joie. C'est rare. Alors, la tristesse, c'est quoi? C'est la nostalgie et la mélancolie due à l'absence de l'être aimé ou à l'éloignement du pays natal.
Et quand je suis étudiant dans le Haut-Ogooué, bien que j'ai des ancêtres partis de là-bas au début du XXe siècle, mais je me sentais loin du pays natal, de mon massif du Chahut. Le massif du Chahut, c'est dans la zone, le triangle Koulamoutou, Lambaréné, Mouila, avec le mont Ibunji. Ça, c'est mon pays natal. Me trouvant au Haut-Ogooué, j'avais cette mélancolie, le fait d'être loin du pays natal. Okay? Des ruisseaux de mon pays, des champs d'oiseaux, des montagnes, et de toute la faune et la flore de mon pays natal. Ça me manquait. Et l'éloignement, ça c'est pour mon pays natal. Mais l'absence, je perds ma mère très jeune. Et donc ça m'a poursuivi toute ma vie. Et c'est là que j'ai expérimenté le fait qu'on dise chez nous que l'orphelin devient adulte très rapidement. Et donc je me suis pris en charge presque moi-même, continuer l'éducation morale presque moi-même. Et donc j'exprime dans plusieurs poèmes l'absence de la mère. Et aujourd'hui j'ai conscience, tout en étant père, que le parent le plus important chez un enfant, c'est la mère. Ça, il faut Dernière question, Monsieur Kaba, oui. Entre sécurité et liberté, quel est votre choix? Écoutez, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Je choisis la sécurité. Merci à vous, Monsieur Kaba, d'avoir accepté notre invitation. On se dit certainement à la prochaine pour un nouveau numéro de notre émission, Le Livre de l'Auteur. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à la troisième partie de notre émission, l'actualité littéraire de la semaine. Dans l'actualité littéraire de la semaine, Amidou Kaba nous propose La balançoire du camp Massima, œuvre parue aux éditions à Tramenta à Paris 2020. Dans cette œuvre, l'auteur parle de Mamignon, un jeune paysan pauvre qui est rejeté par la famille de Marengue, sa bien-aimée parce qu'il est pauvre. Il décide de résister en écrivant des lettres d'amour publiques. Autre actualité littéraire, ce jeune poète en herbe issu de l'Institut Léomba, il nous revient de la classe de première A1, il s'appelle Aman Oumarou. Écoutons-le. J'ai l'impression de flotter sur ce vague océan où je n'aperçois ni terre ni île à proximité, rien que cet océan qui a l'air de s'étendre à l'infini. Tout d'un coup, je sens mon corps vaciller et mes forces m'abandonner, alors que mon corps coule vers les limbes infernales de l'océan, là où je n'aperçois aucun rayon de soleil, rien que le néant absolu. Je m'étais résigné, mais au moment où j'allais perdre toute once de vie, j'ai vu une silhouette s'approcher. En l'apercevant de près, je me rendis compte qu'elle n'était pas humaine, mais une sirène d'une beauté inégalée. Sa peau était si blanche qu'elle faisait vis d'un phare dans ses limbes. Je me suis senti tellement serein. Voilà qui met un point final à notre émission, Le Livre de l'Auteur. On se dit à la semaine prochaine. Prochain rendez-vous, ce sera toujours avec moi, Marina Boissa et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye.